Philippe III le Hardi, qui régna de 1270, mort de son père Saint-Louis, jusqu'en 1285, et son fils Philippe IV le Bel, qui régna de 1285 à 1314, accrurent la part de la mouvance royale. C'est-à-dire qu'en réalité, le domaine royal s'étend et finit par tendre à se confondre avec le royaume tout entier. Et c'est donc le pouvoir du roi qui augmente. Et Philippe IV le Bel défendit l'idée que le roi était empereur en son royaume. C'est-à-dire qu'il ne répond de ses actes ni auprès de l'empereur, ni auprès du pape. Le royaume des Francs, la Francie occidentale, faisait partie de l'empire de Charlemagne. Il y aurait une logique à ce qu'elle entrât dans le Saint-Empire, mais elle ne l'a pas fait. Le roi de France est empereur en son royaume, il n'a donc personne au-dessus de lui, et il va essayer de n'avoir personne non plus en dessous. Le royaume de France est sorti de la logique impériale pour entrer dans une logique nationale. Ces prétentions entraînèrent naturellement des conflits, en premier lieu avec le pape. Car le pape Boniface VIII, outré des agissements de Philippe le Bel, prétendit le déposer, ce qui entraîna l'incident d'Anagni en 1303 que je raconterai plus tard. Et à travers le royaume, le roi appuya son autorité sur les baillis et les sénéchaux, qui avaient été institués par Louis IX, Saint Louis, pour rendre la justice du roi. Mais désormais, ils tentent à relayer le pouvoir du roi et non plus sa justice. Et ils empiètent au nom du roi sur les prérogatives des seigneurs féodaux. Mais le roi chercha à donner une base légale à l'extension de son pouvoir, et à mettre en quelque sorte le droit au service de la force. À la différence des premiers capétiens, qui ne vivaient que des revenus fonciers du domaine royal, le roi peut désormais lever des impôts à travers tout le royaume. Et en outre, le domaine royal s'est énormément étendu. Il dispose donc maintenant d'assez d'argent pour payer les baillis et les sénéchaux, mais aussi des légistes, dont la tâche est d'interpréter le droit féodal systématiquement en faveur des prérogatives royales. Et ces légistes vont déterrer un adage quelque part dans un vieux grimoire qui dit « Si veut le roi, si veut la loi ». Il n'y a pas de différence entre la volonté du roi et la loi, et on peut donc se poser la question « Est-ce encore une loi ?» Le plus connu de ces légistes, c'est Guillaume de Nogaret, qui sera le chancelier de Philippe IV. Le chancelier, c'est en quelque sorte le ministre de la Justice, et nous verrons comment Nogaret entend le mot « justice ». Et le roi cherche à échapper au contrôle de ses principaux vassaux, qui, en vertu du droit féodal, lui doivent aide et conseil. C'est pour cette raison qu'il réunit les premiers états généraux, chargés tout simplement d'approuver toutes ses décisions, ou sinon, je vous raconterai dans la prochaine leçon la création de ces états généraux. Et naturellement, Philippe IV entra en guerre contre ses principaux vassaux, les plus riches et les plus puissants, c'est-à-dire la Flandre et la Guyenne. Il saisit le duché d'Aquitaine sur un prétexte quelconque et mena une guerre donc contre Édouard Ier d'Angleterre, qui est toujours un Plantagenet, de 1292 jusqu'en 1297. Le roi d'Angleterre, qui était en conflit avec l'Écosse notamment, fut obligé de signer la paix, et cette réconciliation fut scellée par un double mariage. En 1299, Édouard Ier épousa Marguerite, sœur du roi Philippe IV. Et en même temps, son fils, Édouard II, épousait la fille de Philippe le Bel, Isabelle, en 1303. Édouard II était né d'un premier lit d'Édouard Ier, ce qui explique la possibilité de ce double mariage. Et ce double mariage, qui est peut-être la plus jolie chose qui est faite de Philippe IV au cours de son règne, fut en fait funeste, puisqu'en 1328, elle entraînera de graves difficultés dynastiques, qui seront une des causes, mais pas du tout la seule, de la guerre de 100 ans. Quant à la Flandre, tant convoitée, Philippe IV y subit une défaite près de Courtrai en 1302, c'est la célèbre bataille des Éperons d'or, au cours de laquelle les fiers chevaliers, porteurs d'éperons d'or, furent écrasés par les milices des villes flamandes. Philippe IV est donc un roi fort actif, mais tout cela coûte très cher. Les revenus fonciers du domaine royal, même considérablement agrandis, ne suffisent pas à financer cette politique. Le roi va donc chercher de l'argent là où il est. Il va commencer par taxer les marchands parisiens, et le résultat ne se fera pas attendre, ils se révolteront en 1295. Il va ensuite taxer les banquiers lombards. Les banquiers italiens sont appelés généralement lombards, mais le mot lombard est presque devenu un synonyme de banquier. Il taxe également les banquiers juifs. Et comme cela ne lui suffit pas, finalement, il confisque purement et simplement les biens des juifs. Ce n'est pas qu'il déteste spécialement les juifs, c'est tout simplement que les juifs sont des gens sans défense, parce qu'ils sont isolés au milieu du royaume. Il confisque donc leurs biens en 1306.
Et il va faire la même chose avec les Templiers en 1307. Les Templiers, qui avaient beaucoup de relais à travers le royaume, il y a un peu partout des templeries, jouaient un peu le rôle de banquiers, et notamment ils avançaient beaucoup d'argent au roi, qui n'avait pas l'intention de les rembourser, apparemment. Et donc il chargea Nogaret d'inventer de fausses accusations contre eux, et les Templiers furent arrêtés, 48 d'entre eux furent envoyés au bûcher sous les yeux même du roi. Et du haut de son bûcher, le grand maître Jacques de Molay lança une malédiction contre le roi et ses descendants jusqu'à la 7e génération. Si bien qu'on appellera les descendants de Philippe le Bel les rois maudits. Et le nouveau pape d'Avignon, Clément V, s'était prêté bien volontiers à cette opération, puisque c'est tout simplement Philippe IV qui l'avait fait élire. Et le roi leva aussi des impôts à travers tout le royaume, et cela ne suffisait toujours pas, si bien qu'il spécula sur la différence de cours entre les monnaies d'or et d'argent, autrement dit, il fabriqua de la fausse monnaie, ce qui entraîna notamment de graves troubles économiques, par conséquent de la misère. Si bien qu'à sa mort, en 1314, son successeur, Louis X le Hutin, fit pendre à Montfaucon Enguerrand de Marigny, qui avait été le ministre des Finances de Philippe le Bel. Et il y a encore les sombres et tragiques aventures de la Tour de Nesle, des crimes et des châtiments abominables qui ont donné à Alexandre Dumas le sujet d'un drame au XIXe siècle qui donne la couleur de ce règne joyeux.